Le match dans le match reçoit aujourd'hui une véritable entité du judoka monégasque, Marcel Piatri, ancien champion d'Europe et désormais entraîneur de Marvin Gado, que vous avez pu suivre lors des récents Jeux Olympiques de Paris, nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour Marcel. Bonjour. Première question, comment ça va? Moi ça va toujours bien. Hein. Tant qu'il y a du soleil, on est à Monaco, on est heureux, il y a du judo, tout va bien. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on va parler judo. Et je voudrais qu'on évoque votre enfance, votre rapport au judoka. Est-ce que vous étiez un enfant déjà happé par le sport? Comment s'est développé cet intérêt pour le judo? Déjà, j'étais un enfant facile avec la famille, mais très bagarreur, très impulsif. Mes parents m'avaient fait suivre parce que j'étais un peu trop impulsif. Et ma mère était enseignante de PS. Et dès elle m'avait dit, attention, le judo, c'est pas un sport on risque de rester petit, c'était une légende, ça, parce qu'il y a des judokas qui sont très grands, hein, des raineurs, fait 2 mètres. Donc elle m'a dit, tu commenceras le judo à 10 ans. Et parce que j'avais vu une démonstration dans une école, à Nice, une démonstration de judo, et ça m'avait impressionné. Apprendre à chuter, apprendre à tomber, la bagarre, parce que le judo, c'est ce qu'il y a de plus proche de la bagarre. On peut se rouler par terre, on peut tirer sur les vêtements, on peut mettre l'autre par terre, on apprend à tomber. Là, il faisait des chutes, on voyait les gens chuter, faire des chutes sans se faire mal, ça m'a impressionné. Et je voulais absolument faire du judo. J'habitais Nice-Nord, et un jour, il y a un club de judo qui a été créé au-dessus de chez moi, et j'y étais. Donc finalement, le virus, vous l'avez attrapé grâce à votre maman. On va parler de votre fils Loïc après. On peut dire que finalement, le judo chez les Pietri, c'est une histoire de famille. Non, puisque la mère était enseignante de PS, c'est pas une histoire de famille, mais oui, c'est une histoire de famille. Après, par la suite, ça aura été une histoire de famille. En tout cas, elle vous a poussé à faire du sport, et puis après, vous, voilà, c'est sur le judo que votre amour s'est porté. Oui, sur le judo, parce que j'aimais la bagarre, et parce que c'est un sport qui permet de s'exprimer. Hein. C'est un sport... pour moi, c'est le sport le plus adapté à vos enfants. Après, la compétition, à partir de 14-15 ans, c'est un sport de combat qui est olympique, sur lequel il y a quand même des possibilités. On peut aller loin, hein, on peut vivre du judo maintenant. Donc, c'est un sport qui a beaucoup de débouchés. Mais c'était un sport, moi, qui au départ était vraiment... c'est l'ancêtre du judo que j'ai fait. J'ai pratiqué sur des copeaux. Hein. J'ai 66 ans. Imaginez qu'on faisait du judo sur du copeau. On mettait une bâche, on mettait des copeaux, une bâche, on faisait du judo. C'était dur comme au bout de quelques jours, le copeau se tassait. C'était dur comme du fer. Mais bon, à l'époque, ça a choqué personne. Si je faisais ça maintenant, j'irais en prison. C'est sûr que c'est pas les mêmes conditions. C'est pas, non, voilà, c'est pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Bon, j'allais dire sans dévoiler votre âge, mais vous nous l'avez donné juste avant. 66 ans, ça fait plus de 40 ans que vous êtes dans le monde du judo. Ah non, le monde du judo de haut niveau, 50 ans. 50 ans même. Puisque j'ai fait mes premiers championnats d'Europe cadet en 1974. Et là, comptez bien, ça fait 50 ans. À Monaco, ça fait 36 ans. C'est plus récent. Et à quel moment vous vous êtes dit, justement, quelque part, je peux en faire ma carrière? Vous avez parlé de ces fameuses compétitions à 14-15 ans où on commence déjà à rentrer un petit peu dans le monde du haut niveau, où on s'en rapproche. C'est quand j'étais en 3e. Je voulais plus continuer l'école. Ma mère était institutrice. Mais mon père était un intellectuel qui lisait beaucoup. Il voulait absolument que je continue l'école. Et ils m'ont dit, tu sais, il y a une section sport-études qui ouvre. Judo. Donc il faut aller en seconde. On vous voit d'ailleurs justement à cette époque. Ouh là là, oui. C'est extrait d'ailleurs d'Entrée en jeu, production TV Monaco, signé Laurent Lopopolo et Sylvie Ferreira, dans lequel certains de nos téléspectateurs ont pu vous découvrir. Et là on voit même le regard de la révolte. J'étais très révolté à cette époque-là. J'étais très actif. Mais je suis toujours révolté. Hein. Je bagarre toujours, je suis un hyperactif. Et l'idée, c'était de retrouver les copains, c'était justement la bagarre, le fait de se mêler à plusieurs personnes. C'était devenu une passion, le judo, apprendre des prises, voir des combattants, et avoir des amis dans ce... C'était un rapport direct, c'était franc comme rapport. La vie, c'est moins direct. La vie, le judo, c'est vraiment direct. On a le kimono, si on tombe de haut, on est tombé. Hein. C'est pas la faute à l'autre, c'est à cause de nous, hein, parce qu'on est tombé. Oui, c'est un rapport direct qui me convenait bien à l'époque, et toujours, mais qui me convient toujours, absolument. Marcel, votre heure de gloire, elle arrive en 1986 à Belgrade avec ce titre de champion d'Europe. Il y a aussi cette victoire au tournoi de Paris. Qu'est-ce que vous retenez de votre carrière, le sentiment le plus fort et à contrario, peut-être le sentiment le plus difficile, la période la plus difficile que vous avez traversée? Alors on parlait du passé. Ce qui m'a le plus touché, c'est quand j'étais champion de France minime. J'étais champion de France minime et j'étais content parce que je rentrais à la section sport-études à Nice et j'étais champion de France minime. J'étais tout de suite valorisé. Alors qu'à l'école, j'étais moyen. Hein. J'étais pas le plus mauvais, mais j'étais pas le meilleur. Donc j'étais plus valorisé et j'ai compris que le judo me valoriserait ma vie.
Et après, ça a continué. Et quand j'ai été vice-champion d'Europe, parce que j'ai évolué dans 2 catégories, en moins de 71 et en moins de 78. Et en moins de 71, je pense que je suis resté un peu sur le bord du chemin. J'ai pas été sélectionné alors que je pense que j'aurais pu faire une meilleure carrière. Et quand j'ai changé de catégorie, j'ai changé contre l'avis de tout le monde et je suis parti à Nice, je suis rentré chez moi. Parce que j'étais un peu fâché avec les entraîneurs de l'équipe de France et j'ai dit, je vais vous montrer ce que je peux faire. Et en étant champion d'Europe par équipe et vice-champion d'Europe individuel la même année, j'ai montré que j'étais le boss de la catégorie, qui n'était pas ma catégorie, moins de 78. Mais j'ai réussi à prouver que même en partant s'entraîner à Nice, on peut avoir des résultats. Marcel, on va parler de quelque chose qui vous tient à cœur, je le sais, la transmission, le fait d'entraîner, de partager vos expériences. On va évidemment évoquer Marvin Gado, mais j'aimerais d'abord commencer par Loïc, votre fils, qui évidemment est champion du monde en 2013, qui a eu un palmarès extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement de cette relation que vous avez avec votre fils? Et puis, voilà l'idée de transmettre quelque chose, d'entraîner. Là, tout à l'heure, on a un peu parlé de la transmission. Pour moi, avec l'âge, c'est ce qui est le plus important. C'est ce que j'ai pu transmettre aux gens. Ça commence même bas. Quand je me balade dans Fontvieille, quand je vois un élève qui vient me voir et qui me dit « Marcel, grâce à toi, tu sais, ça me touche. » Ça me touche. Et ça c'est la première, c'est la transmission de base. C'est des élèves qui viennent vous voir 10 ans, 15 ans après, ou qui vous emmènent leurs enfants. Par contre, c'était trop bien le judo, on t'emmène notre petit. C'est la première transmission, cela, elle me touche vraiment énormément. Ensuite, c'est vrai que quand vous avez de vos élèves qui rayonnent en équipe de France, comme j'en ai plusieurs, en équipe de France, j'ai Florine Soula qui a été championne de France l'année dernière, qui a été dans l'équipe champion du monde, par équipe. J'ai Niamien, pas Markelly, donc Tizier, qui a été 3e champion d'Europe moins de 21 ans. Il y a Rania Drid, qui est toujours au club et qui évolue bien, qui est en première division et qui a gagné des Coupes d'Europe. Après, j'ai aussi les autres. J'ai parlé aussi des anciens avant de parler de Marvin. En dernier, on parlera de Marvin et de mon fils éventuellement. Mais après, il y a aussi des gens comme Yann Sicardi. Yann Sicardi, il a fait les Jeux. Voilà. On le voit d'ailleurs. Là, c'est mon fils. Là, c'est mon fils. Ouais, c'est mon fils Loïc. Mais il y a Yann Sicardi qui a fait les Jeux pour Monaco, qui a gagné des combats, qui a gagné des champions d'Europe et qui maintenant est entraîneur, qui est entraîneur à Paris. Il est entraîneur dans un grand club à la CBE à Paris pour les juniors. Ça, pour moi, c'est une reconnaissance. C'est-à-dire que j'ai transmis à des monégasques, des gens qui étaient du cru, vraiment, ma passion. Son frère, qui est pareil, qui était un petit judoka à niveau régional, qui est devenu prof de judo dans le centre de la France, je ne sais plus à quel endroit, là, dans la montagne. Vous voyez ? J'ai Habib Alouache, un élève que j'ai conseillé, qui n'avait pas trop les codes quand il arrivait au club du judo. Et maintenant, c'est un professeur en Savoie, il a 400 élèves. Sa fille a fait 3e championnat du monde cadet. Et il me dit, Marcel, c'est un peu ton titre aussi, quand il me téléphone. Vous voyez, ça me touche énormément, tout ça. Et maintenant, avec tous ceux qui sont maintenant, il y a eu Thierry Vatrican, il y a eu pas mal de gens. Hein. Il y a eu Cédric Bessy, pareil, Cédric Bessy qui est très attaché à moi, on en discute souvent ensemble. Il me dit, on s'est régalé, Marcel. Moi, ça me fait plaisir. C'est ça la transmission, c'est fort. La transmission. Et pour revenir justement, on sait que vous avez entraîné Loïc au début de sa carrière, avant qu'il aille s'entraîner votre fils à l'INSEP. Quand vous le voyez être sur la plus haute marche du podium en 2013, c'est quel sentiment? Il y a le côté entraîneur, il y a le côté papa qui prend le dessus. Quel sentiment C'est le plus beau des sentiments. C'est le plus beau des sentiments. Je ne peux pas dire le contraire. Je dirais le contraire, je mentirais. C'est le plus beau des sentiments. Vous dites, on a fait tout ce chemin et j'ai réussi à lui passer le message. Cet amour du judo. Parce que le judo, quand on aime. C'est un sport auquel on est attaché à la vie si on aime le judo. Parce que c'est riche en enseignement, c'est riche en comportement. Je veux dire, c'est extraordinaire. Vous allez dans une compétition de judo, il y a rarement il n'y a pas de dérapage. Ça se passe bien. Pourtant, il y a des gens qui viennent de toutes les banlieues, de tous les endroits. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de dispute. Et on sait très bien que si on se dispute, on va être sanctionné. Hein. Vous l'avez vu aux Jeux Olympiques. Il y a eu un Géorgien qui a eu un mauvais geste, il a été sanctionné, suspendu, mais c'est normal. Voilà. Donc, moi, c'est cette transmission. Et avec mon fils, c'était extraordinaire parce que je suis le seul membre d'équipe de France à avoir le fils qui a percé vraiment à haut niveau. Vous voyez, donc, c'est une fierté qui peut pas se mesurer. Qui peut pas se mesurer. On imagine. Quand il a été sélectionné pour représenter l'équipe de France aux Jeux de Rio en 2016, il traverse une période un peu compliquée avec des blessures, une préparation qui est un petit peu compliquée. Comment vous l'avez? Donc on va rappeler pour nos téléspectateurs qu'il perd au premier tour alors qu'il est champion du monde en titre. Comment vivez-vous cette expérience? Il est vice-champion du monde. Il est vice-champion du monde. Alors,
c'est la des grandes désillusions. C'est la grande désillusion, ça, il ne faut pas se mentir. Il avait fait 3 podiums. Il y avait 3 championnats d'Europe, 3 championnats du monde avant les Jeux Olympiques, durant les 4 ans. Il est sur tous les podiums. Donc il a un podium qui lui est réservé pour les Jeux Olympiques. Et 2 mois avant, il se blesse à l'épaule et ça a cassé sa préparation. Il est arrivé à moitié préparé. Tout le monde pensait qu'il pouvait faire l'exploit, parce qu'il avait prouvé qu'il était capable. Mais moi, au fond de moi, je savais que ça serait dur. Parce qu'il avait fait un essai au Mexique, ça s'était pas trop bien passé, ça serait dur. Et comble de malchance, il rencontre l'un de ses adversaires, du fait qu'il a plus combattu pendant 4-5 mois, il est descendu dans le classement. Il était plus tête de série. Logiquement, il aurait dû être tête de série. Mais n'ayant plus combattu dans les grands slams, dans les grandes compétitions, il était plus tête de série. Et au premier tour, il combat l'un de ses adversaires, avec un Canadien, un voleur Fortier, avec qui ils ont fait souvent des demi-finales, des finales championnat du monde. Il combat l'adversaire le plus dur qu'il pouvait, un des 3-4 adversaires les plus durs qu'il pouvait rencontrer, et puis il s'incline pour pas grand-chose. Il se prend il se fait sanctionner de façon aussi un peu. Donc c'était la grande désillusion. Ça a été dur quand même pour nous. Et pour lui encore plus, j'imagine. Aujourd'hui, vous n'entraînez plus, ou en tout cas, on va en reparler juste après, mais bon, vous êtes l'entraîneur de Marvin Gado. En tout cas, vous l'avez suivi lors des Jeux Olympiques à Paris. Racontez-nous un peu votre rencontre avec Marvin. On va rappeler que c'est un poids lourd de tout juste 24 ans qui est à la genèse de sa carrière. Comment est-ce que vous l'avez rencontré et qu'est-ce que vous avez senti chez Marvin Gado ? Marvin, je l'ai connu, il était pas plus haut que ça, donc il est arrivé. Il dira plus grand, il dira presque aussi grand que toi parce que je suis pas très grand, mais c'est pas vrai. Il était pas très grand. Marvin, il a commencé, c'est un garçon qui a beaucoup de qualités gymniques. Malgré ce gabarit, il est très coordonné, il a beaucoup de qualités. Mais les qualités, c'est aussi un défaut. Parce qu'on dit un proverbe qui dit « n'est bien acquis que dans la difficulté ». Et petit, il n'a pas eu de difficulté, Marvin, parce qu'il faisait bien le judo. Et il avait un gabarit hors norme. Donc on le voit sur les images. C'est effectivement un poids lourd assez impressionnant. C'est les images c'est une carcasse. Entrée en jeu. Voilà. Marvin, c'est une carcasse. Et il a des qualités, vraiment. C'est un garçon, quand il était jeune, il devait faire dans les 115 kilos, il faisait un saut pair, par exemple. Avec un petit... il arrive à faire des sauts pairs, quoi. Je pense pas qu'à ce gabarit, beaucoup de gens arrivent à faire ça. Non, je pense pas non. Donc, de grosses qualités. Et maintenant, il faut qu'il apprenne la difficulté. Il a 4 ans pour apprendre la difficulté et pour avoir un palmarès honorable. Parce qu'il a tout pour réussir, à lui de nous prouver. Maintenant, on va mettre en place quelque chose d'un peu plus compliqué pour lui. Il va être plus serré. Je vais essayer un peu. Il va être sur Paris, mais on va l'encadrer de façon plus rigoureuse que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et en espérant que ça va... Mais ça devrait payer, je pense. Parce que la prochaine étape pour Marvin, c'est de se rapprocher au maximum du plus haut niveau, de travailler l'aspect mental ? Il y a des Coupes d'Europe. Il y a des Coupes d'Europe. Dès que vous montez en Coupe d'Europe, vous êtes rentré dans la cour des grands. Si vous montez sur un podium de Coupe d'Europe, c'est ce jour-là que vous rentrez dans la cour des grands. On sait que vous pouvez faire. Je ne parle pas encore des Coupes du Monde, où il y a encore les Japonais, les Coréens. Coupe d'Europe, s'il commence à sortir en Coupe d'Europe, monter sur un podium, on pourra dire qu'il a fait un gros chemin, un grand parcours. Bon, je voudrais qu'on aborde à présent la bonne santé du judo français, plus gros pourvoyeur de médailles aux Jeux de Paris, avec 10 médailles devant le cyclisme ou la natation notamment. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces Jeux que vous avez vécus avec la délégation monégasque et donc à travers Marvin Gado ? Alors, pour moi, alors c'est une analyse très personnelle et j'en parle pas trop. Les Jeux, c'est extraordinaire. Le résultat pour le judo, c'est extraordinaire pour le judo. Parce qu'on a montré qu'on est capable d'avoir des champions, de décrocher des médailles. Par contre, sur le plan de l'arbitrage du judo, il fait défaut en ce moment. On sanctionne trop. La sanction est devenue un mode pour gagner les combats. Et ça me dérange. Et après, j'en parle vite fait parce que c'est vraiment... Pour le judo, c'est que des gens qui ont vécu à Paris. C'est que des gens qui sont pas... Le judo est trop parisien. Et j'aimerais, moi, qu'on arrive à avoir du judo, des gens performants dans la France entière. Que le judo ne soit pas que parisien. C'est un vœu pieux, mais c'est vraiment au fond de moi, je me dis, il n'y a pas de raison qu'on soit obligé de tous s'entraîner ensemble, de tout centraliser. Mais c'est pas moi qui décide, c'est la fédération. Je suis dans des commissions de la fédération française maintenant, donc je ferai tout pour qu'on fasse évoluer ce côté, pas que les Parisiens, aussi la province.
Teddy Riner, Clarisse Agbenienou, de grandes légendes, de grands noms du judo français. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes admiratif? Moi, je suis admiratif de personne, même pas de mon fils. C'est-à-dire que moi, je suis admiratif de notre sport, avant tout, pas de personne. J'aime pas glorifier les personnes, en général, hein, c'est mon caractère. Mais moi, je suis admiratif des résultats du judo français en général. Ouais. Et de tout le monde, bien sûr, entre autres d'eux. Mais les vedettes, c'est autre chose. Les vedettes, c'est l'exception. Et il faut que tout le monde puisse rêver. Donc, moi, je vends avant tout le judo. On voit Teddy, justement, avec votre fils, Loïc. On voit la différence de gabarit. Loïc fait 90 kilos, quand même. Hein. Vous imaginez, Teddy, la carcasse que c'est. Il faut être à côté pour s'en rendre compte. Hein. Quand on est à côté, on est surpris. Moi, chaque fois que je me trouve proche de lui et que je suis surpris par sa présence, je dis, punaise, mais il a encore pris de la masse. C'est un athlète, hein, franchement. Hein. Sa force, c'est ça. Hein. C'est qu'il est véloce, il est rapide, il est athlétique, il est technique. S'il s'entraîne, je pense qu'il peut encore faire gagner les prochains Jeux. Il en est capable. Maintenant, il faut avoir envie aussi. C'est pas... Un jour, on peut aussi craquer. Comme tout le monde, c'est un homme. Hein. Il a eu un trou d'air il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il a vraiment un trou. On voyait. Mais il a su rebondir. Il a su rebondir. Et je pense qu'il a été bien encadré. Il a dû se faire bien. Parce qu'il faut être encadré après, à un moment donné, tout seul, à son niveau, c'est dur de se motiver. Hein. Il faut trouver les bonnes personnes qui vous motivent. Aujourd'hui, vous n'entraînez plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... Non, je suis à la retraite depuis mars, mais j'ai continué à entraîner. Je continue à être présent sur le tapis. Mais à Monaco, on a évolué. Hein, c'est-à-dire que mon fils va prendre le côté tapis, va me prendre ma succession. Hein. Il le mérite. Hein. C'est le seul champion du monde depuis 20 ans, à part Teddy Riner, quand même, il faut le dire, chez les garçons. Hein. C'était le seul champion du monde, mis à part les filles, je parle garçons. Hein. Oui. Donc, il va prendre... Et au niveau technique, François Bic, la personne qui travaille avec moi, le prof de judo, qui prend la direction technique, qui connaît bien le système monégasque. Et moi, je suis là pour conseiller et pour dire ce que je pense. J'ai l'habitude de le dire, donc... Bon, on m'a aussi confié qu'il n'y a pas que le judo dans votre vie, Marcel. Vous êtes un passionné d'histoire et particulièrement d'archéologie. On le sait, le territoire des Alpes-Maritimes, c'est un sacré terrain de jeu pour ça. Évoquez-nous cette passion. Comment est-elle venue? Je crois que c'est une passion commune avec votre fils Loïc. Alors donc, cette passion est venue par mon père, qui est décédé récemment, qui avait 98 ans, qui est un passionné d'histoire. En étant corse, on est très attaché à ses racines. Et nous, on est corse, on niçois, on dit toujours. On est moitié corse, moitié niçois. Et donc, je suis dans un club d'archéologie depuis 30 ans déjà, il faut savoir. Et dès que je trouve quelque chose, je le déclare à mon club d'archéologie, je les fais venir, je leur montre. Et il y a 2 ans, avec mon fils, on allait faire du drone pour chercher... on aime faire du drone en montagne, voir s'il y a des grottes, regarder si on ne sait jamais. Et là, on est tombé sur des peintures rupestres. Donc, les peintures rupestres, il n'y en a pas dans les Alpes-Maritimes, il y a des gravures, la vallée des merveilles, mais on n'habite pas loin de la vallée des merveilles. Et des peintures rupestres du néolithique. Néolithique, c'est la préhistoire, mais je dirais c'est la préhistoire moderne. C'est il y a 4000 ans, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est les premières civilisations qui ont commencé à venir sur la côte, avant les chasseurs-cueilleurs. Mais je ne vais pas faire un cours d'histoire, parce qu'on n'est pas là pour ça. Non, mais c'est aussi intéressant de parler de votre passion. Voilà, il y a le judo, évidemment, ça vous a suivi tout au long de votre vie. On a parlé de 50 ans quasiment de carrière dans le judo. L'archéologie, aujourd'hui, ça fait partie de votre quotidien. Oui. C'est bien de l'évoquer et d'en parler. Et aussi ce que vous vivez à travers votre fils. J'ai entendu parler de recherche dans la vallée de Colmiane, notamment. Non, nous, on est de Val-de-Blore. C'est la Colmiane, c'est la station de ski, on est de Val-de-Blore. Donc on fait les chemins, on regarde les murs, on cherche les gravures aussi. Tout ce qui peut être sculpté, on prend des photos. J'en ai plusieurs à déclarer là, qu'on a trouvé encore. Et c'est le plaisir, c'est savoir qu'avant nous, il y a eu des gens qui baladaient dans ces montagnes. Hein. Là, vous montrez, là, ça c'est la Via Ferrata. C'est magnifique, regardez ces peintures qu'on a chez nous. On a un paysage, on vit au paradis. Hein. C'est pour ça que c'est dur d'avoir des judokas très durs, parce que comment avoir au paradis des petits diables? Parce qu'un sportif de haut niveau, c'est un petit diable, c'est quelqu'un qui est un peu immaîtrisable, qu'on doit maîtriser. Bon, un dernier mot, je sais que vous préparez un film. Il y a un film qui est en préparation pour parler justement de cette passion. En un mot, est-ce que vous pouvez nous décrire le film, c'est avec un copain qui est caméraman à Public Sénat. Et je connais une personne âgée, qui est un ancien instituteur, qui vit tout seul, éloigné dans l'arrière-pays niçois, et qui est originaire de mon village et qui me connaît depuis que je suis enfant.
Et il aime parler notre langue régionale, il aime m'en parler. Moi, je la comprends, je la parle peu, je la parle un peu. Et j'y pose beaucoup de questions sur le passé, sur la prononciation, sur le village. Et on est en train de faire un film. Bon, c'est du travail, je ne me rendais pas compte en montage. Je pensais que c'était facile, mais bon, on va essayer de le finaliser. Et voilà, ce sera... Eh ben, on suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Marcel Pietri. Ça a été un bonheur de vous recevoir. On suivra justement l'avancée de votre film. Tenez-nous au courant. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce match dans le match. Tout de suite, vous retrouvez la météo sur TV Monaco et Mathieu Laurent dès demain. Merci à tous, bonne soirée et à très vite sur TV Monaco.